The new music, dancehall. How can we explain dancehall? Comment on peut expliquer le dancehall? Well, usually I like to say that dancehall music is a cousin to hip-hop music or a brother to hip-hop music, but it's the son of reggae music. Ça aurait pu être une émission un peu banale. Un artiste international vient en promo à la télévision française, on l'écoute et on passe à autre chose, mais ça ne l'est pas. Parce que ce soir de 2006 là, à Taratata, Nagui reçoit Sean Paul. Lui qui se dit le chanteur musical de la télévision française. À l'époque, Taratata fait des audiences absolument incroyables et s'intéresse à ce monsieur qui d'un coup est la vitrine d'un mouvement qui a encore quelques années était hyper niché. Rien que cette scène, le regard totalement endiablé, excité de Diams. Vous rencontrez Ah Diams, ouais, moi je suis comme une ouf là. Crazy. Ouais, c'est un truc de fou pour moi. Là j'hallucine, hein, là je chante tout ça, mais j'hallucine quand même. Toujours, et j'hallucinerai encore dans quelques heures et demain. Vous montre l'impact de Sean Paul. Il réussit à devenir le visage mainstream de tout un mouvement. Bien sûr qu'avant lui, il y avait eu des tubes dancehall, mais autour de son image, il va se cristalliser quelque chose, une affection absolument débordante qui va lui permettre d'entrer dans les foyers des DJ, des mamans, des tatas et même des grands-mères. Mais ces années de gloire de Sean Paul, qui sont comme collées dans nos cerveaux, ne se sont pas faites sans embûches, sans controverse aussi. Parce que pour certains même, notamment sur sa terre-mère en Jamaïque, c'est limite un roi sans couronne. Et aussi parce qu'à un moment, il va vivre l'un des plus gros chocs de sa carrière quand son marché principal, son marché préféré, son marché chéri va décider de l'abandonner. Il a une des positions les plus singulières qu'on ait pu avoir sur cette chaîne, même si c'est un survivant incroyable. C'est ce qu'on va décrypter ensemble. Mais avant, cette vidéo est sponsorisée. C'est AdGuard VPN qui sponsorise cette vidéo. Nous sommes en ce moment en plein débat sur la protection des données. Et c'est vrai qu'on a de moins en moins, vous et moi, droit à une sorte de vie privée sur Internet. Nos données sont partagées par-ci, par-là. Les réseaux sociaux se les arrachent, le revendent à des marques. Tu ne peux même plus faire un petit commérage sur un artiste tranquille. Tu insultes Angèle avec ton pote à côté de ton téléphone à midi. À midi 5, quand tu te reconnectes sur tes réseaux, tu as directement la pub pour écouter le dernier single d'Angèle. C'est une sorte de harcèlement. C'est donc là qu'intervient AdGuard VPN parce qu'on a des fois envie de se sentir comme un petit ninja quand on parcourt cette jungle d'internet. Et la première chose, c'est qu'évidemment, AdGuard étant le VPN d'un bloqueur de publicité extrêmement célèbre, il va vous assurer sécurité et discrétion. Mais vous n'avez pas besoin de bloquer quoi que ce soit sur cette chaîne parce que nous sommes en famille. En streaming, si vous voulez accéder à certains contenus, dont certaines vidéos d'un roi du R&B déchu, vous allez pouvoir passer directement par ce VPN. Si vous voulez aussi avoir un immense choix de films et de séries télévisées sans payer 10 abonnements à 10 plateformes différentes, encore une fois, AdGuard VPN vous servira. Et en plus, vous pourrez même faire des économies potentielles sur vos voyages parce que vous savez que les prix qu'on a sur les sites de planification de voyage sont donnés en fonction de nos fameuses données répertoriées et de tous les cookies. Mais, imaginez-vous être dans un monde où ils n'auront pas ces données. C'est le monde de AdGuard VPN. C'est rapide, c'est fluide, ils ont énormément de serveurs. Et en l'honneur de cette journée pour la protection des données, vous avez 80% de réduction sur 2 ans, ce qui vous fera environ 2,40 € par mois. Mais en plus, avec mon code qui s'affiche là sur l'écran, vous aurez encore en plus un 5% de réduction, ce qui vous ferait payer 1,80 € par mois. C'est encore moins cher que l'inscription à l'année. C'est le moment de révéler le ninja qui sommeille en vous. Yeah. Sean Paul, so me go so then. La plupart du temps, nous sommes dans les rues de New York, de Miami, nous voguons dans les États-Unis. Aujourd'hui, nous sommes à Kingston. Et comme nous sommes à Kingston, la capitale de la Jamaïque, je vais vous demander d'oublier un peu certains des principes que on avait quand on arrive aux États-Unis. Là, habillez-vous exactement comme vous avez envie de vous habiller si vous allez en Jamaïque. Mettez vos petits tongsons, vos petits shorts, vos petits démembrés, sortez les abdos. Et à Kingston, il y a quelque chose de quand même assez particulier, c'est-à-dire que c'est une ville avec plusieurs quartiers différents, mais surtout, il y a une structure de classe. C'est-à-dire qu'il y a l'Uptown et le Downtown, comme chantait Emma Button.
Ça n'a rien à voir avec l'histoire, je suis juste de très bonne humeur pour cette vidéo. Et d'ailleurs, encore une fois, vous avez oublié de liker, donc je vous laisse le faire là tout de suite, de vous abonner, de partager la vidéo au maximum. Et justement, la ville fait une séparation de classes sociales. C'est-à-dire que le haut, l'uptown, on retrouve les classes plutôt aisées. Et le bas, le downtown, on retrouve nous là, les défavorisés, ceux qui demandent le Tipeee et ce genre de choses, c'est nous. Et comme souvent le bouillon culturel, la structure de tous les genres musicaux qui sont nés en Jamaïque vient principalement de ce fameux downtown, des souffrances de ces gens du bas. Mais bien évidemment, ce n'est pas là que notre gars Ryan Francis Enriquez va naître. Parce que Sean Paul, qui naît au début des années 70, naît dans le uptown, famille plutôt aisée, il va dans les bonnes écoles, il a plutôt un bon entourage, sauf que son père c'est quand même un très grand vendeur de farine et il fera 6 ans en prison pour ça, ce qui va traumatiser l'enfance de Sean et de son frère. Mais globalement ils font partie de la classe plutôt aisée de la Jamaïque, en plus c'est un métissage entre portugais, chinois, caribéen, donc Sean Paul ne fait pas partie de l'univers dont on aurait plutôt attendu un toaster, un reggae man de son état. Toutefois, il est totalement passionné par cet univers depuis qu'il est tout petit et il commence donc à s'y intéresser. Chaque fois qu'il peut, il descend au downtown avec son frère pour écouter les artistes chanter, pour assister au festival. Et c'est justement lors de l'un de ces festivals que quelqu'un va l'entendre toaster, va l'entendre poser et il va se dire, ce gars-là a véritablement du talent. Sean Paul à la vingtaine et on va l'amener à se livrer sur l'un de ses premiers titres qui s'appelait Baby Girl. Sean Paul commence à avoir son petit zeste de l'autorité, on commence à le reconnaître un peu dans les rues de l'Uptown et du Downtown, et il y a un débat qui se fait de fou dans sa tête. Parce qu'en réalité, le dancehall, bien sûr qu'on danse tous, bien sûr que c'est la fiesta et ce genre de choses, mais en Jamaïque, c'est malgré tout incarné avec tout le spectre toujours de ce qui se passe au Downtown. Les revendications sociales, les brutalités, les meurtres, tout ce spectre-là fait partie de l'univers du dancehall, même si ça peut sembler totalement dérisoire pour nous qui l'écoutons ailleurs. Et la question qui se pose pour Sean Paul à ce moment-là, c'est qu'il se dit, pour pouvoir être plus ou moins crédible dans ce domaine-là, faut que je parle de ce genre de sujet, c'est ce qui nous concerne, c'est d'abord nous. Et là, tout son entourage va finir par le convaincre en lui disant non, toi, tu es light skin, tu es super clair, donc en fait, c'est pas super crédible auprès de ce milieu-là, parce que la Jamaïque aussi, il y a un gros problème de colorisme là-bas, mais ça, ce sera pour une autre vidéo. L'autre problème qui se pose pour lui, c'est que il ne connaît pas cet univers-là. C'est un petit garçon bourgeois, riche, qui pour certains mime même sa manière de poser, donc il connaît pas véritablement ce dont il va parler, et c'est pour ça qu'on va finir par lui dire, toi, ton domaine, c'est de parler aux filles. Tu es joli garçon, joli bébé, mignon, tout. Fais des nattes, c'est donc comme ça qu'il va définir son petit style là. Sois mignon sur scène, parle-leur à elles, elles vont danser sur tes chansons. Oublie complètement la rue et ce sera ça, ta voie vers le succès. Et c'est exactement ce que Sean Paul va appliquer et ça va être récompensé quelques mois plus tard avec son premier tube plus ou moins sur le territoire jamaïcain, Infiltrate. Maintenant, il y a une petite chose à comprendre sur l'écosystème musical jamaïcain, c'est le rhythm. Le rythme en patois jamaïcain se dit le rhythm. Alors, pour le faire très simple, vous connaissez tous des rhythms, c'est-à-dire que les producteurs jamaïcains, pendant une très longue période, produisaient des beats très saccadés, souvent assez simples mais très accessibles et très engageants, sur lesquels tout le monde pose. C'est-à-dire que ça devient une espèce de longue conversation et chaque personne, chaque artiste qui vient donne un peu son ressenti, sa version du groove, ce que lui procure le son. Et ça s'est structuré notamment au début pour des raisons commerciales, c'est-à-dire que les jeunes artistes n'avaient pas forcément l'argent pour aller payer les gros producteurs. Donc en fait, on les laissait poser sur les chansons pour pouvoir voir ce que ça donnait. Ça s'est traduit dans la culture et c'est devenu des fois des immenses conversations. C'est-à-dire que sur certains rhythms qui ont cartonné, on peut retrouver 30 versions de 30 artistes différents qui donnent chacune de leurs particularités sur exactement le même beat.
Et sur les grosses soirées, pour les gens qui connaissent vraiment un peu l'univers du dancehall, ça devient du juggling, c'est-à-dire que vous pouvez écouter des mix de 15, 30, 20 minutes d'artistes totalement différents qui posent sur la même chanson. Et c'est comme de l'électricité en fait, c'est-à-dire qu'à un moment, vous n'arrêtez plus de bouger et à chaque fois, c'est toujours différent parce que leurs ressentis sont différents, parce que leurs manières de poser sont différentes, parce que leurs manières de toaster sont différentes. Et ça s'est totalement ancré dans la culture jamaïcaine et justement ça joue un grand rôle dans la carrière de Sean Paul. Infiltrate donc qu'on vient d'écouter et qui est donc le plus gros tube de Sean Paul à ce moment précis en Jamaïque est en fait sa version du Playground Rhythm. C'est un beat fait par Jeremy Harding sur lequel vont poser environ 30 reggae man, toastmen, dancehall men de la Jamaïque à l'époque. Celle de Sean Paul va lui permettre de se faire connaître, mais elle n'est même pas, si vous êtes très bon, la version la plus connue parce qu'en fait, la version la plus connue dans le monde de ce rhythm là, c'est celle de Benny Man qui va cartonner exactement au même moment et qui va même entrer au Hot 100 américain. C'était Who Am I? Et on n'est pas dans une cat side series, ce n'est pas du vol et c'est pour ça que je vous ai dit au début, oublions un peu le schéma américain. Nous sommes en Jamaïque, c'est culturel, il est censé venir poser sur le rhythm, donner sa version, dire comment il sent la sueur. Si quelqu'un a dit qu'il n'y avait pas assez de chaleur dans la salle et qu'il le sent différemment, il est censé venir le dire. Mais juste après ce premier succès de Sean Paul en Jamaïque, il va y avoir sa première polémique qui en fait est un alignement des 3 points. Le premier point, je vous ai dit, c'est parce que bon, c'est un gars light skin et c'est lié au second point, petit-fils de riche qui n'a pas grandi avec nous. Mais le troisième point qui dérange un peu les gars de la rue face à Sean Paul, c'est qu'en plus pour eux, c'est un imposteur. Parce que Sean Paul sonne exactement comme l'un des grands monsieur du dancehall du début des années 90, à savoir Supercat. Et en réalité, le moment où je vous ai dit que quelqu'un l'a repéré au début de la vidéo quand il chantait, c'est parce que la personne avait repéré quelqu'un qui sonnait exactement comme Supercat. Supercat va apporter son propre style et il va véritablement chaperonner la scène dancehall jusqu'à 95 environ, son propre style, ses onomatopées, et tout ça va être repris par Sean Paul qui est un immense fan de Supercat, ce qu'il va finir par admettre et qu'il reconnaît aujourd'hui dans toutes ses interviews. No, I call him my father in the business, especially because every time I heard his songs, I was always full of euphoria. His voice has something about it. People in my school would be telling me, "Now you sound like Cat." La manière dont Sean Paul vient là, même les Don Dada Dada viennent de Supercat. Et d'ailleurs, il y a quelques années, il y avait une polémique, je sais pas si certains s'en souviennent, parce que quelqu'un de très très jeune là avait trouvé un extrait de Supercat. Il l'a mis sur Twitter en disant « Oh, mais pourquoi est-ce que ce gars copie Sean Paul ?» Et tout le monde lui est tombé dessus en lui disant « Mais en fait non, c'est l'inverse, c'est parce que Supercat était là que Sean Paul a fait carrière. » Donc là, si vous vous mettez dans la tête d'un puriste du dancehall en 99, Sean Paul s'est créé là, c'est le mal incarné, c'est le gars qui me ressemble pas, qui copie tout et qui en plus va cartonner parce qu'il plaît aux filles. C'est justement cet aspect-là que le manager de Sean Paul et lui vont retenir. C'est qu'ils vont se dire, qu'est-ce que la rue là nous raconte? Nous on voit que ça prend sur un schéma, ils vont pas nous casser notre ambition, on va aller frapper à la porte de plusieurs grosses majors, ils vont le faire, ces majors là vont voir le potentiel de Sean Paul, mais vont vouloir justement le R&Biser, parce qu'à l'époque on se disait, s'il faisait un son un peu plus R&B, beaucoup plus dans l'air du temps, ça passerait mieux, et finalement Sean Paul va dire de lui-même, non, je veux être moi, du début à la fin. Je viens d'enregistrer un titre avec DMX et j'étais moi. Et c'est exactement ce qu'il va réussir à faire parce que sur le premier single de son premier album Stage 1, ça s'appelle Deport One et il va utiliser le Bookshell Rhythm, un rhythm qui était super populaire à l'époque et la chanson va plutôt bien marcher mais pas totalement exploser parce qu'elle avait beaucoup de concurrence. C'est-à-dire que les versions de Mr. Vegas et surtout celle de Benny Man
Et là, le premier album de Sean Paul ne marche pas de ouf. Ils vont le rebrander, surtout que nous sommes en 2000. Ça fait environ 15 ans qu'il y a pas mal de tubes dance all par-ci par-là qui prennent vraiment de ouf. On lui rebrande son image. Et là, justement, il va totalement adopter le look des nattes, des bandanas. Si vous le regardez même de loin à l'époque, on dirait un petit chanteur de R&B. Juste quand même qu'il a cette aval reggae, mais l'ensemble est beaucoup plus moderne. Et là où il va y avoir le génie de Sean Paul, c'est que depuis le début, c'était quoi son erreur depuis le début? Je vous demande parce que vous êtes brillants. Pendant que vous vous abonnez à la chaîne, que vous partagez, que vous commentez, que vous likez, c'était quoi l'erreur de Sean Paul depuis qu'on a entendu les rhythms là? C'était qu'en fait, il toastait exactement comme plus ou moins ses compères. C'est-à-dire qu'il se mettait devant son micro, il disait ce qu'il avait à dire, mais il n'y avait pas toujours cette pensée sur le long terme. À partir de l'enregistrement de Dirty Rock, ils vont se dire, vu qu'on veut faire de toi, de façon sérieuse, un mec mainstream, il faut que les filles aient plus de mélodie. On va pas te faire chanter du R&B, mais il faut que ça chante. Et c'est là où, en 2001, il va y avoir un nouveau rhythm qui va buzzer, qui s'appelait justement le buzz rhythm. Et pour qu'un rhythm buzz, il faut bien sûr que les gens posent dessus. Et au début, ça buzz pourquoi? Parce qu'on a la version de Mr. Vegas. Parce qu'on a la version de Beenie Man. Elephant Man fait un truc de fou dessus. Et donc, en 2001, c'est l'un des trucs les plus populaires en Jamaïque. Et là, donc, au début de l'année 2002, Sean Paul sort sa version, qui sera donc le fameux Gimme the Light. C'est extrêmement malin et c'est même du génie. C'est-à-dire que quand vous pensez à Sean Paul, vous tous qui me regardez, la plupart du temps, vous vous rappelez de choses bien précises. Quand il dit Dirty, quand il dit Sean Paul, ces onomatopées, vous vous rappelez toujours, quasiment toujours, de ces hooks ou de ces refrains, les parties que vous chantez. Quand il toast, vous êtes seulement là comme ça là, à bouger comme des espèces de piles électriques et vous attendez toujours le refrain pour chanter en chœur. Just give me the light. Parce que c'est la mélodie. C'est la mélodie là que vous retenez et c'est ça qui va faire la force de Sean Paul. Et c'est d'autant plus frappant que là, en faisant le déroulé du buzz rhythm, vous avez entendu les autres versions. Ce n'est absolument pas qu'elles sont mauvaises ou même finalement moins bonnes que la version de Sean Paul. C'est juste qu'elles sont à destination de publics totalement différents. Et les fans dans cette version, c'est un cours de sport assuré. Tu as envie de prendre des poids, de faire des pompes, c'est-à-dire qu'il électrise la salle. Pendant que Sean Paul, ayant compris que sa faiblesse était la base, ben en fait, il va viser tout le monde peut chanter ce genre de refrain. C'est comme ça que Gimme the Light devient un tube mondial en 2002. Et alors qu'avant, il était plus ou moins au coude à coude avec les autres, il prend directement de l'ampleur. Il commence à devenir le mec reggae qu'on voit partout. Il y a un remix avec Busta Rhymes. Donc le nouveau gars qui compte dans le mainstream, en plus il a un timbre de voix hyper reconnaissable, donc ça fait sa force. Et on va pas faire de rapprochement avec Supercat et ce genre de choses parce que le public international n'a pas du tout cette culture là. Et justement pendant que Gimme the Light explose à l'international et qu'il devient cette icône, en Jamaïque, il y a un autre rhythm qui commence à cartonner qui s'appelle le Diwali Rhythm. Ce rythme est repris absolument par plein de gens, donc son buzz monte encore en Jamaïque. Et c'est donc là que Sean Paul se dit finalement, pourquoi ne pas refaire le même coup? Et c'est comme ça qu'il enregistre donc le fameux Get Busy. Et là encore, si vous repensez la chanson dans votre tête, avant qu'on la réécoute, c'est le hook. C'est cette mélodie-là que vous retenez et qui vous rend fou. Et les onomatopées, sa voix dans les couplets, en vérité, le fait qu'il tourne ce genre de choses, la plupart des gens s'en foutent. Mais la manière dont c'est structuré là, sur le fameux rhythm, ça prend. Le Get Busy, c'est encore plus intéressant parce que c'est le Diwali Rhythm. Et le Diwali Rhythm, c'est sans doute le rythme le plus populaire d'ailleurs. J'en parlerai très certainement dans une vidéo à venir parce que vous l'avez écouté 150 fois sur différentes versions et à chaque fois vous l'avez aimé. Si on ne prend que sur la même année 2003, on avait Wayne Wonder avec No Letting Go. On avait Kevin Litton avec Turn Me On.
On avait Lumidi avec Never Leave You. Il y a bien sûr plusieurs autres versions hyper connues de ce rythme-là. Mais comme on est encore dans l'analyse de Sean Paul, pour revenir aux versions des autres Toastmen, on peut comparer à celle de Elephant Man, Elephant Message. C'est toujours exactement le même beat derrière, mais vous voyez qu'à chaque fois les apports sont différents, et pas parce que justement Elephant Man n'est pas capable de faire du Sean Paul, mais parce que leurs audiences sont différentes en fait. Elephant Man est vraiment dans le hood, Beenie Man aussi a beaucoup d'assises vraiment sur la Jamaïque, et c'est justement comme ça que ces rhythms là sont popularisés sur le terrain, et ensuite à l'international, Sean Paul a cette formule qui lui permet d'aller encore plus loin avec cette fameuse chanson, ce qui va confirmer sa notoriété. On va le voir sur Baby Boy avec Beyoncé, sur Breathe avec Blue Cantrell, c'est-à-dire que de plus en plus il s'installe sur la scène internationale, mais il garde cette même formule là. Sur Like Glue, on le retrouve sur le Bayard Rhythm, qui est certainement mon rhythm préféré de tous les temps. C'est d'ailleurs pour ça que je dois avouer que je n'aime pas beaucoup la version de Sean Paul, mais en tout cas c'est encore une fois un rythme qui avait cartonné en Jamaïque. Vous connaissez certainement plusieurs anciennes versions comme celle de Beenie Man. Miss L.A.P. qui est pour moi incroyable, franchement, limite je suis ému quand j'écoute ces chansons. Il y a aussi la version de Notch qui était folle. Et donc il y a la version de Sean Paul, Like Glue, qui sera donc le 3e single de son album Dirty Rock, qui est en train d'exploser parce que justement autour de tout ça, il a des collaborations qui cartonnent aussi avec des superstars américaines. On le voit absolument partout. Cette chanson marche aussi dans l'euphorie de son succès. Et en fin d'exploitation de l'album, on avait I'm Still in Love with You qui reprenait justement le sample d'une chanson très connue, mélodie très efficace, avec un reggae beaucoup plus slow, beaucoup plus lent, et qui là encore va avoir un beau succès dans la mouvance de l'euphorie autour de Sean Paul, dont l'album va faire plus de 6 millions de ventes, ce qui était absolument incroyable. Il va même gagner le Grammy du meilleur album du genre à l'époque. Yo, on behalf of Jamaica and everybody at home who produce this music and live this music, I want to thank BET and all your fans straight up. Sing. À ce moment-là, la planète entière adore Sean Paul. Il fait toutes les émissions. C'est d'ailleurs pour ça qu'il est mainstream, parce que il peut à la fois toucher la mère, la fille, la grand-mère. Il fait juste danser les gens et ses mélodies sont efficaces. Mais vous pouvez justement là percevoir le petit souci qu'il peut y avoir avec la fanbase hardcore de la dancehall en Jamaïque. C'est que bien sûr qu'il participe au mouvement partout dans le monde et ce genre de choses, mais il y a quand même le fait que les rhythms que Sean Paul popularise, eux ils les connaissent de base en fait, c'est-à-dire que ça a d'abord explosé chez eux et plein d'autres artistes ont posé dessus. Donc effectivement la version de Sean Paul peut être meilleure selon nous ou selon les oreilles de certains que la version des autres, mais déjà les recherches ou les visions autour des chansons ne sont pas les mêmes, c'est-à-dire qu'on peut vouloir quelque chose de beaucoup plus roots parce que ça nous correspond mieux, et aussi en fait Sean Paul arrive souvent en fin de tendance, c'est-à-dire que ce n'est pas lui qui crée la tendance, et même nous si effectivement on avait déjà écouté 15 versions d'une chanson et que la 16e en arrivant était meilleure, bah en fait même si on aime bien la 16e, on n'aura pas le même regard totalement époustouflé que le monde avait sur Sean Paul. C'est donc là que cette dichotomie se crée, mais elle va continuer parce que sur son 3e album, en 2004, il y a un rhythm qui cartonne en Jamaïque, c'est le Step Rhythm. Sean Paul, après que Beenie Man, Elephant Man et tous les autres soient passés dessus, se met à son tour sur la chanson, et là il essaie quand même un peu plus d'avoir de street crédibilité, parce qu'à la base la chanson s'appelle Legalize It, il voulait dire de légaliser, voilà quoi. Et finalement quand il voit que ça ne correspond pas trop à son image, ça ne passe pas trop bien, le titre va s'appeler We Be Burning et va avoir encore une fois un beau succès grâce à ces fameux hooks. Na 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 na. Juste après ça, il va sortir le single Ever Blazing qui était pourtant produit par un des producteurs, Stephen McKee, qui avait fait justement le Diwali Rhythm, et ça ne va pas marcher. Bizarrement, cette chanson va passer inaperçue dans les charts. Juste après
après ça, pour la promo de cet album Trinity, il va repartir en Jamaïque, chercher un des rhythms qui cartonnait en fin d'année 2005. Ça s'appelait le Applause Rhythm. Plusieurs autres artistes jamaïcains avaient déjà fait buzzer la chanson Spraga Benz, Mr. Vegas. Et c'est donc la version de Sean Paul que le monde entier va découvrir et qui s'appelle donc Temperature. Plus gros hit de sa carrière aux États-Unis, même si l'album Trinity se vend un peu moins bien, mais il confirme à ce moment-là qu'il est plus ou moins vu par le mainstream comme étant le roi du dancehall. Les Elephant Man, Beenie Man se débattent là. D'ailleurs, Beenie Man sort à ce même moment l'album King of Dancehall, mais passe totalement inaperçu face au raz-de-marée mainstream qu'est Sean Paul. Mais de l'autre côté, cette année 2005, c'est aussi la cristallisation 2005-2006 de ce que j'avais déjà dit dans la vidéo sur Brick and Lay, c'est-à-dire que cette vague reggae qui avait vraiment totalement explosé atteint son pic à ce moment-là, et elle va commencer petit à petit à redescendre. Il va continuer à faire pas mal de collaborations, notamment avec Keisha Cole sur Give It Up To Me. Mais il y a moins d'engouement chez le grand public autour de la dancehall, jusqu'à ce que la pop électro prenne le relais et brouille totalement les cartes, y compris pour lui. Quand Sean Paul revient en 2009 avec l'album Imperial Blaze, il fait quelque chose de très intéressant. Il abandonne les rhythms. Le mouvement dancehall est beaucoup moins fort. Le mouvement underground ne pousse plus aussi bien qu'avant. Donc en fait, il va pas rechercher ce qui se passe plus ou moins en Jamaïque pour le rebrander à sa façon. Là, il prend un producteur avec lequel il va faire des sons qui ont à la fois des influences reggae, à la fois un peu des influences électro par-ci par-là, une sorte de mix pour pouvoir justement se maintenir dans la guerre avec David Guetta, Florida et tous les autres. Et sur le premier single, ça fait plus ou moins un peu illusion. Mais très rapidement, la vague dancehall étant passée, le Sean Paul qui s'adapte au son pop électro ne va pas du tout plaire aux Américains, c'est-à-dire qu'ils vont totalement rejeter en bloc l'album Imperial Blazing qui va venir, au point où il va faire 100 000 ventes. C'est un séisme total pour lui parce que même si les singles marchent plutôt bien en Europe, notamment Hold My Hand qui va essayer de revendre aux Américains avec Harrison et qui va aussi essayer de revendre en France avec Zao, les Européens n'ont jamais été de très grands acheteurs d'albums de Sean Paul. C'est-à-dire que, hormis la France et 2-3 pays, il n'a jamais non plus vendu de fou sur ses albums. C'est vraiment un gros vendeur de singles. Donc de fait, là il se retrouve en tant que dancehall man à ne pas vendre aux États-Unis, à ne pas vendre son album en Europe, même si ses singles marchent plutôt bien, et à faire ses meilleures ventes d'albums en Asie. C'est-à-dire que les Japonais étaient les gars qui achetaient le plus son projet, le dancehall pop. Donc ça donnait une sorte d'écosystème bizarre qui va être pour lui la brisure de sa carrière. C'est-à-dire qu'il pensait que depuis le départ, les Américains avaient compris que c'est pas un puriste de puriste en fait. Oui, c'est un artiste dancehall. Oui, il aime ça, mais c'est pas non plus le gars qui va s'accrocher à ce genre-là du début à la fin. Il évolue au fil des tendances. Sauf que dès qu'il change, que le mouvement s'affaisse, on le met plus ou moins de côté et il le vit comme la tragédie de sa vie. The most challenging time, I would say, was when I first started. I loved it, and no matter what it threw at me, it was great. But after about 2009, that period we're talking about where it started to digress in the States, like not play as much in the States. I was doing new music then, and you know, it wasn't being accepted on the radio stations there, or it wasn't being played, you know, in general in people's cars and whatnot, or in the clubs or all of that. So yeah, that was a trying time for me, because for me, USA is the closest
biggest English-speaking territory to where I am. Mais il n'abandonne pas. Il se dit que c'est peut-être parce qu'il n'est pas allé aussi loin que les autres artistes, les autres pop stars américaines. Il lui faut lui aussi un gimmick. Lady Gaga marche avec de la viande crue. Nicki Minaj s'habille en barbe à papa. Il faut aussi un gimmick à Sean Paul. C'est donc comme ça qu'il trouve ce truc de la tomahawk technique, c'est-à-dire que la technique de la hache, qui va expliquer comme un hommage à ses racines, mais il va donc complètement changer de look. Au lieu d'avoir son look habituel de tresse, il va venir avec la fameuse crête qui va faire un bad buzz incroyable sur les réseaux sociaux américains, mais qui sera accompagné du son qu'il voulait en fait, parce que cette fois-là, le projet Tomahawk Technique, c'est clairement un projet pop électro avec des petites parcelles de dancehall par-ci par-là. On avait un single avec Alicia Dixon, Got to Love You. Plusieurs de ces titres vont avoir leur petit succès radiophonique en Europe. Hold On, She Doesn't Mind. Comme si les Européens finalement avaient mieux compris le côté léger de Sean Paul sans prétention que les Américains, qui en fait lui avaient peut-être donné plus de profondeur qu'il n'en voulait ou qu'il n'en revendiquait en réalité. Mais en tout cas, son son de cette époque-là sera totalement rejeté. En 2014, il continue dans cette même mouvance avec un album qui va s'appeler Full Frequency. Et là, ça va être plus ou moins la fin des haricots. Parce que même les Européens vont commencer à trouver que les singles vont dans trop tous les sens. C'est-à-dire que un, c'est en featuring avec 2 Chainz. L'autre, c'est avec Nicki Minaj. L'autre, c'est avec Juicy D. Et finalement, il n'y a plus aucune identité à Sean Paul, hormis le fait qu'on entende sa voix, parce que sa voix le sauve. Mais lui-même n'a plus d'identité. L'album fait de terribles scores partout dans le monde. C'est d'ailleurs à ce moment-là que le label décide de se séparer de lui et de sa petite hache. Ça aurait pu être le clap de fin pour Sean Paul. Terminus, on descend. Il fait encore 2-3 feats par-ci par-là, mais ça n'a pas beaucoup d'impact. Mais au fur et à mesure que la vague électro s'affaisse, vous vous souvenez que la dancehall revient dans pas mal d'influences justement de ces producteurs électro qui s'inspiraient déjà pour beaucoup de la vague dancehall dès le départ. On entend de plus en plus ces influences dans leurs chansons, notamment les Major Lazer qui vont avoir plusieurs tubes très très fortement inspirés par la dancehall. Et ça commence à frustrer en Jamaïque. Vous vous souvenez peut-être de la polémique autour du titre Sorry de Justin Bieber, qui a clairement des influences de dancehall. Et ils étaient très vexés que non seulement ce soit Justin Bieber qui porte la chanson, mais c'est surtout que leur culture ne semblait absolument pas représentée dans le clip, même si c'était parfois des mouvements inspirés de cette culture-là. Il n'y avait aucune femme noire dans le clip, donc ça a fait polémique en Jamaïque. Mais aussi en 2016, quand Drake va commencer à poser sur des influences caribéennes, on va commencer à l'accuser d'appropriation culturelle parce qu'il voulait sonner comme un Jamaïcain. Et là encore, ça va mal passer. Et ça, c'est l'ironie de la vie. Parce que ce sont les puristes qui grondent. Les mêmes qui, depuis le départ, avaient un petit souci avec Sean Paul. Mais bon, voilà. C'est pas comme s'ils le détestaient, mais ils avaient quand même un petit souci avec le petit gars là, qui est pas trop authentique pour eux. C'est eux qui gueulent encore plus fort sur Justin, sur Drake et tous les Major Lazer qui leur piquent des trucs. Et devinez qui vient en force parler de leur message aux médias? Sean Paul. D'un coup, Sean Paul se souvient que, gars, les racines jamaïcaines là doivent rester les racines jamaïcaines. Donc, il attaque dans les médias Justin Bieber, Drake en disant qu'effectivement, ce sont des gens qui veulent plus ou moins voler leur culture. Lui connaît beaucoup de gens en Jamaïque qui n'aiment pas ce qu'ils font, qui veulent qu'on reconnaisse que tout vient de chez eux, tout vient du downtown. Et puis à cette époque, si vous en souvenez, beaucoup de producteurs prennent un peu peur. Tous ces producteurs un peu électro là qui s'inspiraient de la dance là se disent attendez, si on veut nous accuser d'appropriation culturelle, bah autant faire venir Sean Paul. Et c'est donc comme ça que Sean Paul se retrouve sur plusieurs chansons. Vous en souvenez, à l'époque, il va avoir d'immenses tubes de chansons qui avaient des sonorités jamaïcaines, un peu par-ci par-là, pop jamaïcaine, comme le remix de Cheap Drill de Sia. Hair de Little Mix qui va cartonner en UK.
Rockabye de Clean Bandit qui va être un hit mondial. Truc de fou, Sean Paul revient dans le mainstream en 2016-2017, comme si nous étions en 2003, même si ce sont des featuring pour le coup. Et finalement, il est sauvé par l'idéologie de ses détracteurs, c'est-à-dire que ce sont les vrais puristes là. Et ce qui est d'ailleurs très intéressant, et là où il était très malin, c'est que dans ses attaques, oui, il disait qu'il était gêné, mais il disait surtout qu'il relayait le message. Les gens en Jamaïque, les gens que je connais, les DJ jamaïcains ont dit que il était moins intéressé parce que les DJ jamaïcains disaient quand c'était lui. Mais là, il porte bien le truc, ça le fait revenir dans le mainstream. En plus, les chansons sur lesquelles on l'invite cartonnent, il re-signe en major. Et il nous dit tout de suite après qu'il va préparer un vrai album de reggae pour remettre les pendules à l'heure. Il a plein de featuring sur le fameux Mad Love de Prequel parce qu'en réalité, il ne fait pas ce qu'il a dit. C'est-à-dire qu'il avait dit que je reviens avec un vrai album de reggae, de dancehall et ce genre de choses. Non, pour le coup, il fait encore une autre de mixture pop, rap, électro, R&B. Tout est mélangé parce que c'est comme ça qu'il veut se revendre au major. Et pour le coup, malgré tout, il va avoir un hit en Europe, notamment en UK, avec son duo en compagnie de Dua Lipa. Pareil, Mad Love avec David Guetta et Becky G va cartonner. Mais en fait, progressivement, il est comme devenu une sorte de petit gimmick dans les chansons pop. C'est-à-dire que lui-même sur son propre disque va encore une fois dans tellement d'errances musicales qu'il ne réussit pas à retenir un plus précis sur son projet. C'est pour ça qu'à la fin de l'exploitation, là encore, le label et lui sont déçus et il décide pour le coup de s'éloigner du système des majors, de créer son propre label sur lequel il a depuis signé plusieurs petits artistes jamaïcains. L'an dernier, il a sorti un album qui a été nommé au Grammy et cette année, il est revenu avec un album qui s'appelle Scorcha et que j'aime bien, c'est-à-dire que c'est un mélange entre des petites vibes de Sean Paul, beaucoup plus pour la dancehall et des petits tubes mainstream parce qu'il en a besoin. Et justement, là où on voyait, selon moi, que sa petite phase contre Drake et Justin Bieber était quand même très intéressé et pas super ressenti, c'est que l'un des singles de cet album-là fait polémique, pour ceux qui s'en souviennent, j'en ai même parlé sur Twitter, c'était le clip avec Gwen Stefani, parce que dans le clip où il fait venir Gwen Stefani, elle a des tresses. Bon, dès que j'ai vu simplement la photo du clip quelque part passer, je me suis dit, oh pauvre Gwen, qu'est-ce que tu fais encore Gwen? Mais bon, elle s'est faite lyncher, injurier, accusé d'appropriation culturelle et Sean Paul n'a rien dit. Pourtant, c'était son clip. S'il tenait tant que ça au symbole de la Jamaïque et ce genre de choses, il aurait dit ne te mets pas de tresse, ne fais pas exactement comme nous dans le clip, ce genre de choses. Mais bon, là, vu qu'il voulait son petit tube, il a regardé ailleurs. Alors moi, j'aime beaucoup l'histoire de Sean Paul parce que des fois on parle d'artistes qui sont tombés, qui ont chuté. Et pour moi, Sean Paul n'a jamais vraiment chuté, il n'est jamais vraiment tombé. Au contraire, je pense toujours qu'il est toujours, ou au moins il est arrivé au maximum de son format. C'est-à-dire qu'il ne peut que plafonner et peut-être que dans quelques années, on le reverra encore cartonner sur un feat par-ci, par-là. Parce que, en fait, ce n'est pas qu'il n'est pas populaire en Jamaïque, c'est absolument pas ce que j'ai dit et j'espère que ce n'est absolument pas ce que vous avez compris dans cette vidéo. Mais il est forcément plus à l'international que sur ces terres du fait de son format. Et lui-même le dit sans le dire quand il dit à plusieurs reprises que oui, mais en fait, moi, je parle un patois ou je parle d'une façon que tout le monde peut comprendre, mais chez moi, bah, les autres, vous allez moins les comprendre parce qu'ils parlent de façon moins accessible, mais c'est mieux compris par la population sur place et ça leur fait plaisir. I fought for dancehall music. Pareil, récemment encore dans une émission justement en Jamaïque, on lui a demandé ce qu'il pensait pour les artistes jamaïcains d'avoir la street crédibilité. Logiquement, ça l'a un peu agacé. Il a commencé à dire que non, enfin, qu'est-ce qu'on fait avec la street crédibilité? C'est l'art qui compte. Le fait que, par exemple, la petite Kofi aussi cartonne partout. Est-ce qu'elle a la street crédibilité? Est-ce que ça montre l'impact que tu as, ce que tu apportes aux gens dans les stades et ce genre de choses? Ce qui est totalement logique. Il défend son héritage, sachant que sur ce côté-là, il sera toujours un peu titillé parce que, sans doute aucun, c'est un roi. Alors, est-ce que tout le monde veut le couronner? Ce n'est pas sûr. Mais pour l'impact qu'il a eu partout dans le dancehall, c'est un roi. Mais même dans les interviews
documentaires sur lui. Si vous avez déjà regardé 2 ou 3, ils ont un mot pour lui quand il parle de son rapport à la Jamaïque, qui est d'ailleurs très intéressant. Ils disent toujours, c'est un formidable ambassadeur, c'est un formidable lien. Le mot dit tout en fait. Si tu es un ambassadeur, c'est parce que oui, bah, c'est toi qui permet à ce que oui, on s'exporte. Donc on lui reconnaît le fait d'avoir fait que la dancehall devienne aussi populaire, mais il reste toujours ce zeste de problème avec le fait que ce n'est pas quelqu'un du carcan, ce n'est pas quelqu'un qui représentait totalement les valeurs que cette musique était censée porter. Même si, encore une fois, pour vous et moi, il a des classiques indiscutables. Et je dois quand même vous faire un petit aveu. Au début de la carrière de Sean Paul, il y avait toute cette polémique back parmi les fans de musique qui disaient que ouais, c'est quelqu'un de fake, c'est quelqu'un de totalement fabriqué par les labels. Et je vous avoue qu'il m'a fallu du temps pour ne pas y croire. Ça ne veut pas dire que je n'aimais pas ces chansons. En fait, j'avais un doute, et pardonnez-moi, parce que moi je fais attention aux détails, vous savez que voilà, c'est moi. J'avais un doute à cause de quoi? À cause d'une interlude de son propre premier album, Stage 1. Dans cette interlude de ce premier album, il fait intervenir un couple de Uptown, donc de là où il est originaire. Et donc du coup, le couple de Uptown parle comme des bourgeois. Je vous mets un extrait. In my car, I don't listen to dance. I think he's cute. Cute? Le mec lui dit qu'il faut couper Sean Paul et ce genre de choses et tout. À la fin de l'interlude, la meuf remet Sean Paul du coup parce qu'elle est fan et elle fait Dirty. Mais elle le fait comme quelqu'un qui ne connaît pas du tout ça, en mode de quelqu'un qui découvre cet univers là, en mode vraiment la petite bourgeoise qui n'y connaît pas. Même l'accent est un peu drôle. Foolish. Dirty. What is that? Dirty. Rubbish. Dirty. Et j'ai longtemps douté à cause de cet extrait. C'est-à-dire, je me suis toujours dit, mais pourquoi est-ce que finalement, moi qui ne connais pas la culture jamaïcaine, on m'explique que Uptown, Downtown, j'étais très jeune à l'époque, c'est différent, ce genre de choses, tout ça. Pourquoi est-ce que ce gars-là, dans son propre album, me montre en plus que Uptown, là-bas, on ne parle même pas le patois jamaïcain comme les gens de Downtown. Et finalement, lui, il vient de Uptown. Donc finalement, est-ce que les gens de Downtown n'ont pas raison de dire que lui, c'est un peu un fake? Je vous donne un vrai secret, hein. Mon meilleur ami en avait marre de cette interlude à cause de moi. Ça m'a longtemps perturbé. Je lui disais tout le temps que ça, c'est la preuve qu'un crime ne peut pas être parfait. Il a forcément laissé une trace et voilà la trace. Mais avec le temps, je ne pense absolument pas que ce soit un produit préfabriqué et ce genre de choses. Je pense que c'est justement quelqu'un qui voulait faire la musique comme il avait envie de la faire, avec ses influences, avec sa manière d'apporter les choses. Il a juste les rhythms à sa façon. Il a réussi à avoir le succès qu'il a eu. Il a ses failles, ses défauts. Mais maintenant, c'est à vous de me dire, vu qu'on arrive à la fin de cette vidéo, ce que vous pensez de cette carrière en fait. Est-ce que pour vous, Sean Paul restera à jamais le roi du dancehall? Est-ce que vous aviez perçu tous les dilemmes, toutes les théories autour de cette carrière? Quelle est votre chanson préférée de Sean Paul? Que pensez-vous de la mouvance des rhythms? Parce qu'il va y avoir 2-3 autres vidéos sur des artistes dancehall où on va encore plus rentrer dans le sujet. C'était plus ou moins une introduction pour moi parce que je me suis dit que si je parlais d'un autre artiste dancehall, vous auriez eu du mal à cliquer sur la vidéo. Maintenant qu'on a peut-être parlé de Sean Paul, quand je parlerai de d'autres que j'aime beaucoup, vous viendrez plus parce qu'on va détailler, savoir ce sur quoi chacun d'entre eux joue pour attirer son public. Je vous ai plus ou moins détaillé la stratégie de Sean Paul. Que pensez-vous des rhythms? Saviez-vous que c'était à chaque fois des chansons qui avaient déjà existé, qu'il refaisait à sa façon? Que pensez-vous de ça maintenant que vous le saviez, pour ceux qui ne le savaient pas? Et bien sûr, de cette carrière, est-ce qu'à un moment vous l'aviez lâché? Est-ce que vous l'avez toujours suivi malgré la fameuse hache sur la tête? Et que pensez-vous de ses propos sur l'appropriation culturelle? Était-ce de l'opportunisme, du ressenti par rapport à cette carrière? Dites-moi exactement tout ce que vous pensez de Sean Paul. À mesure que je vous parle, mon siège se rétrécit. Donc, ça veut dire que j'ai passé un peu trop de temps sur cette chaise. Merci à vous tous de toujours être fidèles sur cette chaîne. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager. Ah, j'ai oublié de dire que je pense qu'il peut avoir un Grammy. Franchement, je trouve que l'album Scorchala, si vous avez le temps, écoutez-le, il est vraiment pas mal. Alors, il y a pas mal de 3 titres mainstream que j'aurais dégagé, mais l'ensemble est vraiment pas mal. Donc, je lui souhaite le meilleur pour cet album, même si encore une fois, revenir à ce truc-là, pour lui, il n'y a plus d'écosystème véritablement sur ça. Donc, likez, commentez, partagez, et je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Et d'ailleurs, à propos de ces onomatopées, tout le monde pensait qu'il disait Shonda Paul, son nom, au début de ses chansons, et donc on chantait tous Shonda Paul, alors qu'en réalité c'était Shonda Paul, un joueur de cricket qui était super populaire à cette époque-là au Trinidad. Tout le monde parlait de lui, donc du coup, il lui faisait un big up au début des chansons, un peu comme le fameux Miss Kana Kana Shake That Thing, Miss Kana Kana, qui est en fait une amie à sa copine de l'époque. Elle lui avait dit, comme tu vas au studio là, est-ce que tu peux me faire un petit big up? Il lui a dit, ne t'inquiète pas, et c'est devenu le fameux
Miss Kana Kana qu'on connaît tous. Shake that thing, Miss Kana Kana, shake that thing, yo. Oui, je l'ai dit à la fin de la vidéo pour être sûr que vous arrivez au bout. Bisous.